Alors c'est une journée d'été d'août 2018 que je reçois par mail alors que je suis en vacances. Je reçois un courrier scanné, un courrier qui vient de Salah Abdeslam, il semble, puisque celui-ci se présente et aimerait me rencontrer. Cette voix, c'est celle d'Olivia Ronen. Elle est avocate pénaliste. Donc je vous avoue que je suis assez incrédule. Parce que je m'attends pas du tout à recevoir un courrier comme celui-là. Je suis pas sûre de savoir bien quoi penser. Je me demande si c'est une blague. Au moment où elle reçoit cette lettre, elle a 28 ans. C'est un courrier manuscrit, parce que rares sont les détenus qui ont accès à un ordinateur pour pouvoir faire leur courrier. C'est un courrier avec tous les éléments qu'on a dans un courrier de détenu, avec ses feuilles quadrillées, très souples, très fines. Et je vois que sur l'enveloppe, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il y a simplement un numéro d'écrou. Donc je décroche mon téléphone, j'appelle le greffe de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et je leur demande du coup quelque chose un peu pas très courant, c'est-à-dire essayer de voir s'ils peuvent me donner le nom qui correspond au numéro d'écrou. Donc ils me disent tout de suite qu'ils ne pourront pas me donner le nom. Ils me demandent malgré tout quel est le numéro d'écrou. Ils me demandent qui je pense que c'est au bout de ce numéro d'écrou. Je leur dis, ils rigolent et ils disent alors écoutez, pas du tout. Je raccroche. Mais en même temps, je ne me dis pas que c'est complètement une blague. Quelques jours plus tard, je fais ma rentrée et je vais directement au greffe du juge d'instruction qui, je sais, est saisi du dossier du 13 novembre 2015 avec mon courrier. Et une fois que je suis au greffe, on m'indique que oui, c'est bien un courrier de Salah Abdeslam. En fait, Salah Abdeslam s'est trompé en écrivant son propre numéro d'écrou. C'est pour ça qu'il y a eu une confusion. Je vous décris Olivia Ronen en quelques mots. Silhouette gracile, teint mat, dans sa chevelure noire se détache une mèche, déjà grise. C'est une jeune femme discrète, et la convaincre de me parler n'a pas été facile. Il y a 1 an, je lui envoie un message WhatsApp. À l'intérieur, je glisse le lien pour écouter mon premier podcast. Il s'appelle Le Coupable, c'est un long témoignage de l'avocat Alain Jakubowicz qui a défendu Nordal Lelandais. Dans la foulée, je lui demande, l'air de rien, si elle serait partante pour être la prochaine. À ce moment-là, c'est encore un peu prématuré, m'explique-t-elle. Et puis elle pose des limites. Elle ne veut pas s'épancher sur ce client sur lequel tant de choses ont été dites. Pas question non plus pour elle de trahir le secret professionnel qui protège les échanges qu'elle a eus avec lui. Ça tombe bien. Ce n'est pas ce que je veux. Pour son implication dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. L'idée de ce podcast n'est pas de refaire un procès qui a duré près d'1 an. Salah Abdeslam a été reconnu coupable, il n'a pas fait appel, sa condamnation est définitive. Non, ce qui m'intéresse, c'est elle, l'avocate, Olivia Ronen. Pourquoi a-t-elle accepté de défendre le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre ? Comment a-t-elle construit la défense d'un homme jugé pour la mort de 131 personnes ? Et comment a-t-elle fait face à la souffrance des victimes et au traumatisme de tout un pays ? Olivia Ronen a accepté de répondre à toutes ces questions, de raconter sa vie d'avocate pénaliste et puis sa vie tout court, avec ses doutes parfois et ses regrets. Un témoignage qu'elle avait gardé pour elle jusqu'à présent. Je m'appelle Noémie Schulz, vous écoutez Le Terroriste, un podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 1, la lettre. Je parle de ce courrier que j'ai reçu très très peu. Mais j'en parle malgré tout parce que je peux pas garder une telle chose pour moi. Donc à l'époque, j'étais en vacances avec mon copain et forcément, qui est avocat aussi, forcément que j'en discute avec lui et forcément que c'est quelque chose d'énorme qui arrive, donc je suis obligée de le partager. Je suis obligée de le partager aussi avec ma mère, parce que je suis très proche de ma mère et que voilà, quelque chose d'aussi gros, j'ai envie de lui dire. Et en même temps, je me dis, bon, il va peut-être falloir faire un peu de pédagogie pour lui expliquer pourquoi j'aurais envie d'aller sur un tel dossier et pourquoi ce serait une vraie opportunité pour moi et pourquoi ça me plaît. À l'époque, Olivia Ronen exerce depuis moins de 3 ans. C'est une jeune avocate brillante. Elle est arrivée 9e au concours d'éloquence du barreau de Paris qui distingue chaque année 12 jeunes pénalistes de talent.
Pendant 1 an, elle est secrétaire de la conférence. Ce titre lui permet d'accéder à ses premiers dossiers terroristes. Dans le milieu, on dit terreau. Moi, j'ai eu l'occasion de la croiser 2 ou 3 fois sur les plateaux de CNews, la chaîne d'information où je suis spécialiste justice. Il lui arrive d'être appelée pour décrypter une actualité judiciaire. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit connue du grand public. Alors comment Salah Abdeslam a-t-il entendu parler d'Olivia Ronen ? C'est le premier mystère de cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que dans certains dossiers terreau, elle obtient ce qu'on appelle de bons résultats. Alors pas forcément des acquittements, mais des condamnations moins lourdes que celles requises par le parquet antiterroriste. Peu à peu, elle se fait un nom, dans les tribunaux, en prison aussi. Jusqu'au jour où Salah Abdeslam lui écrit cette fameuse lettre. Elle décide d'aller lui rendre visite à la prison de Fleury-Mérogis. C'est un matin un peu particulier parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose d'important qui va se jouer. Je pense que je réfléchis à la manière dont je m'habille, mais j'y réfléchis pour me dire qu'il faut que je m'habille normalement et qu'il ne faut pas que j'ai un truc particulier. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que ce lien, s'il doit advenir, il faut qu'il soit sincère. Donc j'ai pas envie de me déguiser, j'ai envie de faire comme d'habitude avec un jean et une chemise. Et puis je prends le bus des familles, je crois, pour aller jusqu'à Fleury, parce que j'ai pas le permis de conduire, ce qui est quand même assez, qui est pas anodin, hein. Quand on est avocat pénaliste, forcément ça complique un peu les choses, mais je prends le bus des familles, c'est celui qui part de la Porte d'Orléans et qui va directement à Fleury-Mérogis. Et ça, c'est le bus qui vraiment facilite la vie, parce que sinon, aller à Fleury-Mérogis en transport de Paris, c'est quand même la croix et la bannière. Mais ce bus-là, c'est le bus que prennent toutes les familles qui vont voir un proche qui est détenu, voilà, avec les gros sacs de linge, avec voilà, cette peine aussi qu'on doit apporter en plus de son sac quand on va visiter quelqu'un qui est détenu. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats dans ce bus-là, mais je passe plutôt inaperçue et je me mets dans mon petit coin et puis je réfléchis à ma rencontre. Avec mon espèce de secret, on va dire, parce que moi je sais quelque chose, je sais qu'il va se passer quelque chose d'un peu important et les autres le savent pas. Pour être très sincère, les maisons d'arrêt m'angoissent beaucoup parce que l'atmosphère est très pesante, parce que et on entend sans arrêt le cliquetis des serrures qui se ferment et qui s'ouvrent. Il faut pas trop être claustrophobe parce que sinon ça devient rapidement infernal. Puis il y a une atmosphère, il y a un air qui est un peu lourd, il y a des odeurs, parfois de vieilles javel ou parfois des odeurs de trucs pas lavés. Et c'est surtout que, en fait, moi, j'ai toujours l'impression que je laisse les personnes que je vais voir. Et j'ai souvent beaucoup de mal à me dire que moi, je sors et que eux restent à l'intérieur. Et par ailleurs, 2 ou 3 mois avant, justement à Fleury, j'assistais une personne qui avait mis fin à ses jours. Donc Fleury, c'est encore très chargé pour moi. L'homme qu'elle s'apprête à rencontrer a 29 ans, 4 mois de plus qu'elle. Le 13 novembre 2015, c'est lui qui dépose en voiture 3 kamikazes devant le Stade de France. Puis, il laisse sa Clio, portière ouverte, dans le nord de Paris, pas loin de la porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement. Il traverse la capitale en taxi et il abandonne sa ceinture explosive à Montrouge. Alors a-t-il renoncé à l'actionner ? Était-elle défectueuse ? 2 versions s'affrontent, mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Dans la nuit qui suit les attaques, Salah Abdeslam réussit à prendre la fuite. Des amis viennent le chercher et le ramènent à Bruxelles. Il est traqué par toutes les polices, puis il finit par être arrêté 4 mois plus tard. De retour en France, il est incarcéré, à Fleury-Mérogis donc. Pendant 2 ans et demi, il refuse de répondre aux questions des magistrats. Son silence pousse d'ailleurs ses 2 premiers avocats, Franck Berton et Sven Marie, à jeter l'éponge. Au moment où Olivia Ronen s'apprête à faire sa connaissance, il n'est donc plus défendu par personne. Je pense que n'importe quel avocat aurait essayé de border un peu la chose en envoyant un mail au directeur, ou peut-être ce qu'on fait à Fleury, c'est qu'on envoie un email pour réserver des parloirs, dire qui on veut voir quand. Là, j'avoue, j'y suis arrivée, mais sans rien. Je pense un peu
voilà, c'était peut-être inconscient, mais j'avais envie qu'il y ait une certaine... Enfin, j'avais pas envie de créer la surprise, mais en tout cas, j'avais pas non plus envie que ce soit su trop à l'avance. Je voulais pas qu'on discute de qui vient voir. J'avais pas du tout envie de ce genre de choses. Donc, j'y vais, je ne préviens personne. Alors là, je me rends compte à chaque étape, parce qu'à chaque fois, il faut montrer sa carte, son permis de libre communication, dire où on va, c'est très balisé. Hein. Et à chaque fois que je montre mon permis de libre communication pour aller voir Salah Abdeslam au quartier d'isolement, à chaque fois, je vois la tête des surveillants qui vraiment, ils ont la mâchoire qui se décroche un peu, en se disant, mais alors qui vient voir Salah Abdeslam déjà, et puis qui sait que cette petite jeune femme là qui arrive et qui vient voir le détenu le plus surveillé de France et peut-être d'Europe. Il y a des hasards étranges dans cette histoire. Si vous le voulez bien, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il se trouve que par 2 fois déjà, Olivia Ronen a failli défendre Salah Abdeslam. Enfin, disons que leurs chemins ont été à 2 doigts de se croiser. La première fois, c'est juste après l'arrestation de Salah Abdeslam en Belgique. Olivia Ronen vient de décrocher son premier poste comme collaboratrice d'un très grand avocat pénaliste, Thierry Lévy. Il est pressenti, comme d'autres, pour prendre la défense de Salah Abdeslam. Mais ce n'est finalement pas lui qui est choisi. La deuxième fois, c'est quelques mois plus tard. Entre-temps, Olivia Ronen s'est installée à son compte. Grâce à son titre de secrétaire de la conférence, elle est désignée pour s'occuper d'une procédure pour renvoyer temporairement Salah Abdeslam en Belgique. Mais vous l'avez compris aussi, l'accusé ne veut pas d'avocat. Olivia Ronen n'a donc jamais vu Salah Abdeslam. Jusqu'à ce matin de septembre. J'arrive au quartier d'isolement, c'est un quartier spécifique à Fleury, qui est au Détroit, donc là en 3e division. Et ce qui est spécial dans le quartier d'isolement, c'est que lorsqu'on va voir une personne détenue, et qu'on va avoir un parloir avec une personne détenue, on va directement dans le bâtiment. À l'inverse, des personnes détenues lambda, où on a un lieu spécifique de parloir et où chaque personne part de son bâtiment pour aller au lieu de parloir. Là, on rentre dans le bâtiment et je vais voir le surveillant en chef. Il n'y a pas beaucoup de bruit dans ce couloir. Et donc je lui dis que je viens voir Salah Abdeslam. Je lui montre mon permis. Là aussi, c'est un peu genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, depuis quand il y a un avocat, Et je vois que ça s'organise. Alors d'un coup, il y a une nouvelle ébullition. Il y a une ébullition parce qu'on se dit oh là là, mais on n'est pas habitué à avoir un avocat qui vient voir Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, il est très surveillé, donc il faut ramener une armada de personnes pour pouvoir envisager d'ouvrir la porte de sa cellule, voir ce qui se passe et éventuellement le ramener jusqu'à la salle de parloir si toutefois il accepte. Et on m'installe dans une petite salle et on me dit qu'on va le prévenir. Et puis on va voir s'il veut venir ou pas. Et je sens que ça s'agite beaucoup autour, qu'on ferme la porte pour pas que je sois trop au contact de l'agitation. Et alors je vois une petite personne arriver avec une petite mallette noire, une personne qui avait l'air un peu geek, bon je sais pas, hein, peut-être que je projette, mais voilà, une petite personne qui arrive avec sa petite mallette et qui va s'installer dans le parloir qui est juste à côté. Bon, je fais pas plus attention que ça, hein, je vous avoue, mais bon. Et donc j'attends de longues minutes pour que... je sais pas, 10-15 minutes plus tard, on dit « Ah, écoutez, maître, il faut changer de parloir ». Alors que voilà, le petit bonhomme à la mallette noire vient de quitter cette salle et que je m'y installe et que je trouve ça peut-être un peu surprenant. Voilà. La conviction d'Olivia Ronen, c'est que ce parloir a été sonorisé, c'est-à-dire placé sur écoute. C'est pas légal, normalement, puisque la confidentialité des échanges entre un avocat et son client doit être garantie. Donc ça, c'est le genre de pratique que je réprouve au plus haut point. Bon, là, je pense qu'on était dans des intérêts tellement graves, tellement sérieux et périlleux que, bon, puis de toute façon, je vais pas commencer à faire des histoires, j'ai juste envie qu'une rencontre puisse avoir lieu, et puis je sais bien que, de toute façon, à ce moment-là, il n'y a pas forcément des choses... comment dire ? C'est pas à ce moment-là qu'on va se dire les choses les plus secrètes, à mon avis. Le parloir, c'est une petite pièce avec une fenêtre. Une fenêtre sur la cour de promenade où, de temps en temps, du coup, il y a beaucoup de bruit parce que les détenus peuvent un peu profiter de se dégourdir les jambes et d'être à l'air libre.
Donc on a cette fenêtre sur la cour, on a 2 chaises, une table, c'est assez sommaire, un ordinateur dont on ne sait pas exactement à quoi il peut servir, et donc cette porte s'ouvre sur Salah Abdeslam, avec lequel je vais pouvoir m'entretenir un long moment. Avant de vous raconter la suite de cette histoire, je voudrais vous redire ce qui se joue ici. Les États-Unis ont eu le 11 septembre 2001, la France le 13 novembre 2015. Mais les victimes américaines n'ont jamais été confrontées aux terroristes dans un tribunal. La plupart étaient morts, les autres ont fini à Guantanamo. En France, il y a eu un procès. Un procès avec pour tous les accusés le droit à une défense. C'est l'un des piliers de notre démocratie. Mais vous allez le voir, défendre un terroriste, c'est évidemment plus compliqué que défendre un criminel de droit commun. Vous venez d'écouter Le Terroriste, un podcast Europe 1 produit par Europe 1 Studio. Réalisation, Christophe Davio avec Clément Ibrahim. Production, Fanny Rascle avec Camille Bichler. Diffusion et rédaction, Lisa Soster. Musique originale, Sandy Lavallard, The Supervision. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour l'épisode 2, au parloir. Je dis, c'est pas vrai, tu as refusé. Et je dis, ah bah non, maman, je fais ce métier et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. C'est extraordinaire, oui. Mais difficile à imaginer. Le Terroriste est disponible sur toutes les plateformes, ainsi que sur le site et l'application Europe 1. Si vous avez aimé, je vous laisse en parler autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à vos proches, ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.